Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café et j'espère que vous profitez bien de votre jour férié, mais bon, uniquement si ça vous concerne, car je vois dans les stats qu'il y a plein de pays francophones, et d'ailleurs j'en profite pour vous passer un petit coucou. Mais bon, si c'est la première fois que vous venez, eh bien Dev Café c'est une émission quotidienne sur YouTube et j'essaie de vous résumer tous les jours en une dizaine de minutes des actus, des anecdotes et aussi des outils autour du développement. Et d'ailleurs, pour vous donner un petit aperçu, aujourd'hui on aura plusieurs sujets autour de l'IA, mais aussi un peu de navigateur web ou encore du .NET MAUI. Mais avant ça, donc aujourd'hui on est le 14 juillet et c'est certes un événement historique qui a marqué la France en 1789, mais en 97 c'était aussi un gros événement puisque l'Élysée sortait tout simplement son premier site web. Bon, vous voyez qu'en termes de design il y aurait à redire et pareil sur l'accessibilité des polices, mais comme quoi pour une administration il n'y avait pas trop de retard sur son lancement. Allez, c'est sur cette petite anecdote que vous pouvez maintenant sortir vos thés, vos cafés, vos pains au chocolat, ou chocolatine d'ailleurs, je sais, les croissants et tout ça j'en passe pour tout simplement commencer cet épisode 241, et oui quand même, le temps passe vite. Comme je vous le propose en ce moment, on va plutôt partir sur les actus généralistes avec Bard, le concurrent de ChatGPT par Google qui est désormais disponible en Europe et au Brésil. L'idée c'est que lors de la Google I.O., l'IA était disponible dans de nombreux pays et même en français, mais Google voulait la jouer safe avec toute la notion de RGPD et ne l'avait pas sorti en Europe. Pour le tester, il vous suffit maintenant d'aller sur bard.google.com et vous pouvez lui poser le même genre de questions qu'avec ChatGPT. Il permet aussi de faire des opérations sur le code comme de la génération ou de la vérification. Mais bon, tout comme ChatGPT, il peut un tout petit peu halluciner car quand je lui ai demandé ce qu'était DevCafé, il allait chercher dans la description ce qui est correct. Par contre, il parle de 300 000 abonnés et de Valentin-Le-Goff. Alors bon, déjà je savais pas que j'allais changer de nom et en plus que les stats avaient explosé à ce point en si peu de temps finalement. Mais bon, plus sérieusement, en même temps que cette disponibilité accrue, vous pouvez désormais changer le ton des réponses, mais aussi facilement exporter le code, ou encore interagir avec Google Lens en lui donnant des images. Par contre, pour nous, il n'y a pas d'API ni de système de plugin. Il y a en revanche Palm 2 qui avait été présenté à la Google I.O., mais pour les retours que j'en ai lus, c'est pas fameux, on va dire. Et d'ailleurs, sans faire de teasing pour les actus en bref, mais c'est pas un très gros succès ces IA dans les moteurs de recherche. Voilà donc pour Bard, et pour le deuxième sujet, on va aller pile poil chez le concurrent, à savoir OpenAI, où là vous avez bien des API à disposition, et d'ailleurs je vous avais dit qu'ils avaient ouvert les vannes pour GPT-4 il y a quelques jours. Mais de plus en plus de personnes ont noté des baisses de performance des réponses données, et je parle pas du temps de réponse, mais bien de la qualité. Pour ça, Business Insider a collecté des retours sur Twitter et des forums, et il remarque de plus en plus de réponses incorrectes, comme par exemple des parenthèses qu'il manque dans le code, ou encore la perte du contexte dans une conversation. Et d'ailleurs, je trouve que cette métaphore trouvée sur internet relève bien de l'état actuel et je vous la traduis. C'est comme conduire une Ferrari pendant un mois et la transformer soudainement en un vieux pick-up déglingué. Je ne suis pas sûr de vouloir payer pour ça. Mais en coulisses, des spécialistes pensent que plutôt que d'avoir un énorme LLM qui pour rappel veut bien dire Large Language Model, eh bien OpenAI pourrait créer des modèles un peu plus petits qui seraient des sortes de variantes et où l'exécution serait moins coûteuse sur les serveurs. Bon, par contre, ne prenez pas ça pour argent comptant car c'est de la pure spéculation, mais on imagine qu'avec les coûts des infras, ce ne sont clairement pas les abonnements qui couvrent les frais réels. Bref, n'hésitez pas à partager vos retours, que ce soit sur Bard ou sur les LLM d'OpenAI pour voir s'ils progressent ou au contraire si elles sont encore loin de nous remplacer. On reste toujours un peu dans la thématique et depuis quelques mois, Stack Overflow a vu son audience s'effriter face à la montée de GitHub Copilot et des autres outils du genre. Et dans un premier temps, le site avait interdit les réponses fournies par des IA génératives, mais il y a quelques semaines, ils avaient fait machine arrière et je pense qu'on sait désormais pourquoi. Pour ça, le site VentureBeat a organisé plein d'interviews ces derniers jours, et notamment celle du CEO de Stack Overflow. Et dans l'article qui résume ses déclarations, c'est désormais clair, il a teasé une suite d'outils à base d'IA générative pour fournir des réponses. Ce serait prévu pour le courant de l'été et même 10% de l'entreprise travaillerait dessus. Donc je pense que vous comprenez pourquoi les réponses fournies par des IA sont désormais tolérées sur le site. Et la stratégie qu'ils adoptent, c'est plutôt que de se faire manger par des IA, c'est eux aussi qui s'y mettent. Et dans cette histoire, ils ont un fort avantage concurrentiel avec leur énorme base de données de réponses existantes, mais la question qui se posera, c'est comment cette base évoluera si elle contient des réponses qui sont générées et donc potentiellement avec des erreurs. Bon, en tout cas, on n'en sait pas bien plus pour le moment si ce n'est que ce sera disponible autant sur le site public que sur l'offre entreprise qui s'appelle Stack Overflow for Teams, et le CEO affirme qu'ils veulent faire une intégration responsable et sûre, mais bon, nous on veut pas de pipeau et vraiment voir les résultats cet été. Allez, on sort un peu de l'IA car finalement ce Dev Café en est bien imprégné aujourd'hui et c'est une annonce qui est un peu un petit séisme chez Google, mais j'ai l'impression que la nouvelle elle passe un tout petit peu inaperçue côté extérieur. Mais l'ingénieur suisse dont je ne vais pas vous prononcer le nom, mais qui était arrivé juste après la création de la société en 98, il était le 7e employé et il s'occupait de toute la partie infra de Google. Mais on apprend qu'il va quitter la direction tout en restant temporairement dans la société pour permettre sa transition.
Et plus précisément, il n'aura plus personne sous ses ordres et il viendra juste porter main forte, mais ça sent juste le contrat qui doit mettre quelques semaines avant de se terminer. Et cette décision intervient alors qu'en même temps Google Cloud a réalisé son premier bénéfice depuis des années et des années de pertes, mais en interne il y a des nombreux remaniements et je pense qu'il pourra en faire les frais. Et d'ailleurs ce n'est pas le seul à quitter la boîte car Marc Lukowski qui s'occupait de la branche réalité augmentée a laissé tout tomber et si je traduis son explication, il dit que les changements dans la direction de l'équipe et l'instabilité de l'engagement et de la vision de Google ont contribué à sa décision. Bref, c'est pas avec ça qu'on aura un concurrent à VisionOS chez Google, mais bon, malgré tout, l'orage ChatGPT semble être passé, mais on sent quand même une certaine lourdeur chez Google qui semble être un peu dans un mauvais cycle. Mais en fait, c'est un peu toutes les sociétés qui passent à un moment ou à un autre par cette étape, comme Apple ou Microsoft par le passé. Allez, on va s'arrêter ici sur la partie actualité en général, et j'imagine que vous préférez voir un peu plus de code dans tous les sens, et ça, ce sera juste après les actus en bref. On parle beaucoup de ChatGPT et de nombreux frères et sœurs ont fleuri très rapidement. Mais il ne faut pas oublier les gros acteurs du marché comme Adobe qui en propose dans sa suite Creative Cloud. Et en effet, Firefly est en toute logique destiné à la création graphique et il est désormais compatible avec plus de 100 langues dans le français. Toujours côté IA, Microsoft avait pensé avoir trouvé le bon filon en intégrant de force ChatGPT dans le moteur de recherche Bing. Mais une fois l'effet de curiosité passé, les chiffres sont à peu près revenus à l'état d'il y a quelques mois. En revanche, l'IA donne des très mauvaises idées à des entrepreneurs. Par exemple, ici, une start-up indienne a décidé de licencier 90% de son équipe support client car elle était moins rapide que des personnes bien humaines. Bon, après la satisfaction client, on repassera. Un peu plus sur l'aspect développement maintenant, Microsoft avait annoncé que des parties du noyau de Windows étaient maintenant écrites en Rust et les insiders peuvent tester ces nouveautés, mais qui ne devraient pas être très visibles au premier coup d'œil. Et enfin, à l'heure des vélos connectés, la marque VanMoof se porte plutôt mal à tel point que cela inquiète les clients. Mais son concurrent direct Cowboy profite déjà de la situation en mettant en ligne une application pour stocker les clés liées au vélo. Comme quoi l'agonie des uns fait le bonheur des autres. On reprend et on va parler de .NET 8 qui sortira normalement en novembre, et en attendant, une 6e preview vient d'être mise en ligne cette semaine. Et d'une manière générale sur la partie .NET, ce sont des améliorations, mais pour une fois, il y a du nouveau sur .NET MAUI, alors j'en profite car c'est vraiment rare. Mais pour rappel, c'est la solution de Microsoft qui remplace Xamarin et qui fait à la fois du mobile et du Windows plus Mac et pas de Linux. Sur cette preview, ils mettent en place ce qu'ils appellent le Native IoT sur iOS et qui aura un impact principalement sur la taille des IPA. Mais il y a un petit bémol car comme l'indique Microsoft dans son article, toutes les fonctionnalités d'iOS ne sont pas forcément supportées. C'est donc pour ça que la fonctionnalité elle reste derrière un flag et je pense qu'elle le restera encore sur la version stock du mois de novembre. Et l'autre nouveauté c'est qu'aujourd'hui pour faire du .NET MAUI vous avez soit Visual Studio soit la ligne de commande. Et ils viennent d'annoncer en parallèle une extension pour VS Code, ce qui devrait en toute logique séduire un tout petit peu plus. Mais bon, si vous n'avez pas confiance pour du cross-platform par Microsoft, vous avez toujours Avalonia ou une autre plateforme qui font la même chose en .NET. On poursuit et comme chaque mois, une nouvelle version de Chrome est disponible et on en est déjà au numéro 115. Mais bon, je vous préviens, c'est pas une révolution ce mois-ci. Tout d'abord, ils mettent à disposition des API pour ce qu'ils appellent les Scroll Progress Timeline et aussi les View Progress Timeline. Pour ça, j'imagine que vous avez déjà vu des sites qui, lors du scroll, font des animations pour mettre en avant du contenu ou alors pour le faire apparaître. Et bien l'idée ici, c'est d'intégrer ça avec des API dédiés. Ensuite, dans le cadre de la Privacy Sandbox, ils mettent en place les Fenced Frames, ou les cadres clôturés en français, ce qui est tout de même moins sexy. Et bon, tout ça, ça vous permet d'afficher des documents présents sur d'autres stockages au sein d'une même page. Et finalement, ça ressemble pas mal à des iframes, mais en fait pas tout à fait, car elles ne partagent pas le contexte autour de l'iframe. En fait, c'est donc une sorte d'iframe sécurisé et vous voyez dans ce tableau les différences entre les deux implémentations. Et mis à part ça, il y a des modifs sur les Topics API et aussi la taille des modules en WebAssembly qui peuvent maintenant aller jusqu'à 8 mégas ou encore une nouvelle API de Compute Pressure qui est en essai. En gros, elle vous permettra de mesurer ce qu'on appelle la pressure, vu qu'en fait je ne sais pas vraiment traduire ça en français, mais ça se fait au niveau du CPU. Mais l'idée ce sera d'ajouter d'autres signaux comme la température ou le niveau de batterie. Bref voilà, comme je vous l'ai dit, ce Chrome 115 c'est tout simplement pas vraiment une révolution. Et maintenant on va aller chez son concurrent direct, à savoir Safari, qui cette fois-ci est en technologie preview. Et bon, là aussi c'est pas très intéressant en termes de nouveautés puisque ce sont essentiellement des correctifs. Mais on note quand même le support des fichiers WebM sans track ID, mais aussi la méthode GroupBy2Map qui est renommée en GroupBy en JS, ou encore du support de la propriété CSS Contain Intrinsic Size qui peut avoir la valeur auto et noun. Bon par contre là-dessus, il vous faut un Mac pour tester ou alors les bêtas d'iOS et consorts. Et avant de passer à une anecdote, vu que certains ont un week-end de 3 jours, je fais finalement un tout petit peu le prof et je vous donne de la lecture. Et en l'occurrence, il s'agit d'un super article qui explique quelle durée et quelle courbe il faut appliquer sur les animations. Et finalement, d'un endroit à l'autre de l'écran, ça peut changer et même pour chaque composant, vous allez avoir des conseils.
Bref, si vous ne le lisez pas, rajoutez-le au moins dans vos favoris car ça vous sera toujours utile. Et donc juste avant de terminer cet épisode, je vais en profiter pour vous raconter une petite histoire qui s'est produite pendant le fameux bière virus au Royaume-Uni. L'idée c'est qu'à l'époque des chiffres réguliers étaient livrés par les autorités de la santé publique pour avoir un état de la progression du virus. Et chaque agence locale faisait des analyses et les faisait ensuite remonter au format CSV et une fois ces données en main, l'autorité publique anglaise les rassemblait dans un fichier Excel et plus particulièrement au format XLS qui date de 1987 et ça a son importance. Sauf que vous ne le savez peut-être pas, mais ce fichier a une limite de taille, puisque si Excel en tant que tel est illimité entre guillemets sur le nombre d'entrées qu'il peut gérer, les fichiers en XLS, ça se limite à 65 000. Et dans l'implémentation des développeurs, chaque résultat prenait plusieurs lignes, ce qui ne faisait au final que 1400 cas possibles par fichier, et donc par jour. Et potentiellement des dizaines, voire des centaines de cas sont passés à l'as, car certes ils étaient remontés et bien traités, mais une fois l'export terminé, ils s'étaient évaporés dans la nature. Donc si quelqu'un parmi vous a envie d'utiliser des fichiers en XLS, comme qu'il dirait, c'est une fausse bonne idée. Et voilà, c'est là-dessus que se conclut ce dernier épisode de la semaine, et d'ailleurs hier j'ai encore eu une coupure d'électricité, mais bon j'ai eu de la chance, ça n'a pas duré longtemps, et donc en tout cas maintenant vous pouvez faire un petit truc pour moi, c'est tout simplement faire le petit like si vous avez aimé la vidéo, ou encore à vous replonger dans les nombreuses vidéos qu'il y a sur la chaîne, car oui, maintenant c'est l'heure pour moi de raccrocher et de vous donner rendez-vous lundi matin. Alors profitez bien de votre week-end de 2 ou 3 jours et comme on dit, que la force soit avec vous.